Bienvenue mesdames et messieurs dans Politicia, votre rendez-vous politique. Beaucoup le disaient fragilisé, diminué et pour certains même mort. Mais le président gabonais Ali Bongo est bien debout et a même tenu ce 25 juin un discours devant les parlementaires gabonais. Son premier discours depuis 5 ans. Que retenir de ce discours? Comment se porte le Gabon sous sa gouvernance? Quels sont les défis prioritaires que devra relever l'homme avant la présidentielle de 2023? 3 Gabonais avec moi pour en parler. Anne-Marie Do Razek, vous êtes membre du PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Patrick Villa, secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora gabonaise. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Cyril Onan, vous êtes le coordinateur général du mouvement citoyen Cohérence démocrate. Merci à vous également. Merci pour d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre pays, le Gabon. L'article 24 de la Constitution gabonaise lui donne le droit de s'exprimer devant le Parlement gabonais. Et ce droit, le président gabonais Ali Bongo l'a exercé ce 25 juin devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès, non sans appeler les parlementaires gabonais à préserver l'unité du Gabon. Extrait. Mesdames et messieurs les parlementaires, aujourd'hui, plus que jamais que par le passé, nous devons nous rappeler la finalité de nos choix et de nos actes. Pourquoi cette quête d'une démocratie de plus en plus libérale? Pourquoi ces réformes audacieuses si ce n'est pour parvenir à la réalisation du bien commun au service du plus grand nombre? Notre boussole doit être celle-là: garantir la paix et la sécurité, promouvoir la liberté, l'égalité et le bien-être de tous nos compatriotes. La sécurité est la première des libertés. La sécurité résulte de la paix. Cette paix, nous devons tout faire pour la préserver jalousement. Sur le plan extérieur, nous pouvons nous réjouir de la récente élection de notre pays au siège de membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Patrick Villa, c'est le premier discours du président gabonais depuis 2016. Son premier discours depuis son AVC, il y a 2 ans, 8 mois. Ce 25 juin, devant les parlementaires gabonais, il aura définitivement démenti les rumeurs à son égard. Il gouverne bien le Gabon. Ben écoutez, force est de constater que ce monsieur est toujours en vie, contrairement à ce qui a été dit. Nous combattons un système, un homme, et autant le combattre en bonne santé, comme il se présente aujourd'hui. Oui. Cela dit, oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir de son discours? Nous avons vu un homme qui, pendant près d'1 quart d'heure, s'est quasiment masturbé devant la représentation gabonaise, puisqu'il est venu tenir un discours que ne tiendrait pas un homme qui est au pouvoir depuis pratiquement 12 ans. Il est venu plein de satisfecit par rapport à son action, or que la réalité du quotidien de nos compatriotes est terrible. Le chômage, la mort, la maladie, tout cela s'est accru sous le magistère de ce monsieur. D'accord. Écoutez, c'est comme ça que vous plantez le décor. Mais on va parler plus concrètement, on va décrypter de façon plus concrète le discours du président Ali Bongo ce 25 juin devant les parlementaires gabonais. Il y avait dans son message, Cyril Onan, une exhortation politique à l'endroit des parlementaires à préserver l'unité du Gabon. L'unité du Gabon est en péril. À quel besoin répond cette exhortation? Écoutez, moi je voudrais d'abord dire ici que ce discours tombe à point nommé. Il fallait non seulement rassurer l'opinion
nationale et internationale, que le président est bien aux commandes, contrairement à ce qui se disait ici et là. La deuxième chose, c'est que le président rappelait les fondamentaux, les bases même de la construction d'un Gabon. Nous avons hérité d'un pays où l'unité nationale est primordiale. Et c'était ça, le rappel. Vous êtes sans ignorer qu'au sortir des présidentielles de 2016, nous avons vécu des conflits d'individus. Une crise post-électorale violente. Très violente. Donc, il était normal et nécessaire d'appeler à l'apaisement, à la réconciliation nationale. Madame Dorazek, il dit, entre autres, le président, ne laissons pas de petits intérêts particuliers ni des agendas cachés désagréger notre unité, notre solidarité et notre vivre ensemble. Comment avez-vous vécu, vous, membres du PDG, cette sortie du président Ali Bongo ce 25 juin? Au-delà même de la sortie du président de la République, moi je me placerai d'abord en tant qu'humain, une personne que je connais très bien. J'étais très heureuse de voir le président de la République devant les deux assemblées debout. Pour moi, c'était rassurant. Il était parmi les vivants. C'est l'ami qui parle. Et je salue cette présence. Maintenant, c'est la citoyenne. Et pour moi, le Gabon, on le place au-dessus de tous les intérêts. Le président de la République a fait un beau discours de 15 minutes. Oui. Mais ce n'est pas ce que nous attendions. Nous n'avons jamais douté. Ni le Parti démocratique gabonais, ni la majorité des Gabonais. Nous savions que le chef de l'État était malade. Nous savions que petit à petit, il retrouvait sa santé. Nous avons vu les images de Londres. Les images de? Les images qui sont venues de Londres du chef de l'État. Donc le voir... Vous faites allusion à sa rencontre avec le Premier ministre britannique, oui, Boris Johnson. Exactement. Ces images ont été un mal difficile à regarder pour les Gabonais et pour moi en particulier, pour beaucoup de gens. Ces images-là, il fallait absolument les effacer. Mais quand le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, nous dit, il appelle à un congrès extraordinaire. Oui. Ce n'est pas un petit congrès, c'est extraordinaire. Absolument. Donc on attend quelque chose d'exceptionnel. Parce que ça fait depuis le 24 octobre 2018 que nous vivons avec les sous-attendus, que nous vivons avec des faux semblants, que nous vivons entre les masques, que nous ne savons pas exactement qui donne des ordres, qui décide de quoi que ce soit dans notre pays. Voir le chef de l'État devant les deux assemblées a été un plaisir. Mais ce qui en est ressorti... Oui. Ce que vous a été un pitch. Pour moi, ça a vraiment été quelque chose de décevant. Très, très décevant. Alors, ce que vous dites est très intéressant. Est-ce d'autant plus intéressant que vous êtes vous-même membre du PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir. Il y a deux éléments, Madame Dorazek, très rapidement. On a l'impression, quand on vous entend, que le Gabon se porte très mal, que le Gabon ne va pas bien. Qu'auriez-vous attendu du président de la République? Mais de quel Gabon parlons-nous, de ce Gabon qui va mal? Quand on dit dans un pays peuplé à peu près de 2 millions d'habitants, on vous dit que 600 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mais de quel Gabon parlons-nous? Celui de la réalité ou celui du monde merveilleux de Disney? Moi, je parle du Gabon vrai, celui de la réalité des Gabonais qui n'a rien à voir, qui n'a pas été pris en compte dans le discours du chef de l'État. Que répondez-vous à Mme Dorazek, qui dit quelque chose de complètement insensé à des occasions comme ça, quand on convoque deux chambres en congrès extraordinaire, effectivement, on fait des annonces extraordinaires. Et d'annonces extraordinaires, selon Mme Dorazek, il n'y en a pas eu. Oui, Mme Dorazek, attendez peut-être... Non, du tout. Je ne partage pas son point de vue sur le contenu du discours. Bien au contraire, c'est un discours très fort qui appelle à l'union des Gabonais, au rassemblement. Vous savez, c'est une fois qu'on est unis qu'on constitue une force pour construire un pays. Bien entendu, il y a des insuffisances dans la gestion de l'économie qui tarde à prendre son envol parce que le volet social est complètement négligé. C'est pour ça qu'elle évoque le chiffre de 600 000 personnes qui vivent en dessous. Oui, on reviendra effectivement sur les questions sociales, les problématiques sociales importantes de votre pays, le Gabon. Il fallait lancer un appel
au rassemblement de tous les Gabonais pour que nous prenions conscience que seul le président ne pourra pas. Mais tous unis, nous pouvons non seulement nous entraider pour construire ce pays, et c'est en construisant le pays que nous pourrons partager le fruit de la croissance. Cyril Onan, vous avez été porte-parole du président gabonais, et notamment à l'occasion de l'élection présidentielle, et vous représentez valablement le Parti démocratique gabonais, en tout cas la majorité présidentielle. Dans son discours, le président a fait une sorte de triptyque. Unité nationale, démocratie, paix. Voici ce que dit le président concernant précisément la démocratie, je le cite. Pour exister, fonctionner, se projeter dans la durée, une démocratie ne doit pas s'enfermer dans un carcan rigide, mais accepter de considérer les nouvelles donnes qui surgissent dans un environnement en constante mutation et apporter de véritables réponses aux questions sociétales qui se posent. Voilà ce que dit le président gabonais et il pose le principe. Tout le monde est content quand on entend ça. C'est rare d'avoir un président qui dit ça. Mais voici ce qu'il dit dans les phrases qui suivent. Parce que quand on lit ça, on se dit, le principe est posé. Mais voici ce que dit le président gabonais. C'est ainsi que, tirant les leçons des événements passés et convaincu que gouverner, c'est prévoir, vous avez procédé au mois de décembre dernier au nécessaire ajustement. Certains points ont été précisés, circonscrits, clairement énoncés par le législateur. Cela concerne notamment la réglementation en cas d'empêchement temporaire ou définitif du président de la République et de vacances du pouvoir, ou encore la responsabilité pénale du chef de l'État. Point final. Parlant de démocratie, le président ramène le beau principe posé précédemment à la seule fonction présidentielle. Non, du tout. Et les Gabonais de OIM, de Lambaréné, des quartiers périphériques, de Libreville, des quartiers périphériques de Libre, ils ne se retrouvent pas dans ce discours sur la démocratie. C'est un extrait que vous avez relevé, c'est vrai. Un paragraphe. Mais il aurait été judicieux que vous avanciez dans l'ensemble du discours. Mais je ne vais pas inventer. Parce que, non, vous n'avez rien inventé, bien entendu. Vous avez omis de dire que le président a placé là le cadre de ce qui va être la gouvernance des 2 prochaines années. Gabon égalité. Non. Bien sûr, il parle de Gabon égalité dans son discours. Oui. Gabon égalité. Ça veut dire quoi concrètement? Nous allons combattre les inégalités qui sont sources de démocratie. Non, mais justement. Allons-y, vous ne pouvez pas parler de démocratie si vous vivez les injustices. Non, mais bien sûr. Le président a été très structuré dans son discours. Donc, n'occultez pas une partie de son discours. Je vous dis qu'il parle de Gabon égalité. Voilà. Parlant précisément de la démocratie, le président a circonscrit le paragraphe sur la démocratie à la fonction présidentielle et au statut pénal du chef de l'État. Non, mais c'est ça le discours. Maintenant, vous comprenez que votre compatriote déploie effectivement que les Gabonais de la périphérie, pas les Gabonais des palais, mais les Gabonais ordinaires ne se retrouvent pas dans ce discours. Non, c'est vous qui le dites. Elle ne dit pas, non. Elle dit que le pan social a été négligé dans cette sortie. Est-ce que vous comprenez? Et le président n'a pas fait des annonces qui vont améliorer le quotidien des Gabonais. Là, on parle. Monsieur Togbé, écoutez bien. Le président a énoncé le principe démocratique s'ajuster en permanence aux problèmes par les parlementaires qui ont validé, qui ont amendé la Constitution, mais qui ont également, on a légiféré aujourd'hui le droit des femmes au Gabon. Il s'agit de cela, Gabon égalité. D'accord. Non, mais parce qu'il ne faut pas occulter une partie du discours. Mais on est d'accord. Moi, je suis très surpris de la teneur des propos de Mme Douarzé, que je dois saluer, parce qu'elle retrouve, contrairement à vous, un peu de lucidité. Mais bien parce sûr, que la lucidité, elle est là. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Déjà, je suis entouré de 2 soutiens de M. Ali Bongo, donc la répartition du temps de parole, soit je suis là pour vous observer, mais je veux dire ceci. Vous vous enfermez expressément dans une forme de cécité intellectuelle parce qu'elle tient des propos que j'aurais pu tenir, elle tient des propos qui correspondent aux aspirations des Gabonais. Monsieur Ali Bongo est arrivé devant le Congrès prétendument pour des annonces exceptionnelles. Il n'en a pas eu. Vous avez dit ici qu'il est venu pour, soi-disant, rassurer les Gabonais sur son état de santé. Comme si
vous en ressentiez le besoin, vous vouliez même effacer les images de Londres. Moi, je vous ai parlé de masturbation intellectuelle, de satisfaction générale, plus que c'est ce que vous êtes. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'est le Congrès? C'est une caisse de résonance. Il est venu, il a fait son speech, il a tout bien fait, on prône l'unité nationale. Mais M. Togbé, c'est les Gabonais qui ont choisi les parlementaires. On ne va pas non plus lui demander son excuse. Il a la majorité. Laissez-moi finir maintenant que j'ai un tout petit peu la parole. Monsieur Ona veut faire passer les événements post-électoraux de 2016 en perte et profit, or qu'il y a eu des morts. Vous ne pouvez pas tuer froidement les Gabonais et parler d'unité nationale 5 ans après. Mais où on est? Il s'agit de nos familles. On n'appellera plus jamais à l'unité. Il faut se retrouver à un moment donné, non? Monsieur Togbé, quelle unité voulez-vous mettre en place au Gabon sans justice? Vous avez vu ça dans un pays déjà, vous? L'unité nationale sans justice? Mais ce sont là des slogans vieux comme le monde. L'unité nationale. Les dictateurs agissent comme ça. C'est eux qui tuent, c'est eux qui matent les populations. Vous parlez après d'unité. Regardez, vous parlez de démocratie. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui capables de vous dire à quelle année remonte la dernière manifestation publique de l'opposition? Quelle est cette démocratie? Mis à part la parenthèse Covid. Mais même sans parenthèse Covid, on a bien vu avant le Covid ne peut pas être le malheur de tout. Je voulais que vous circonscriviez votre question. Donc, je vous parlais de manifestation. 2016, mars à 2018, le Covid n'y était pas. Mais combien les opposants gabonais, les syndicalistes gabonais sont systématiquement réprimés. Pas de démocratie sociale, pas de démocratie politique, et on ne pourrait même pas parler de démocratie. Ce qui, des fois, me chagrine, M. Togbé, moi je vais vous dire, c'est que vous parliez du Gabon comme s'il s'agissait d'un pays normal. Nous sommes dans une dictature effroyable, et vous le savez en tant qu'observateur de la vie politique africaine, et particulièrement du Gabon. Le Gabon n'est pas un pays normal, dites-vous. Oui. Sauf que le président et les parlementaires devant qui il s'est exprimé ce 25 juin ne sont pas. De votre avis, Madame Dorazek, un autre aspect, puisque avançons dans le débat, on peut toujours critiquer, n'est-ce pas? Et rien n'est parfait et qu'il est ici. Le président tenu à évoquer la présence active du Gabon sur la scène internationale, en évoquant notamment l'élection il y a quelques jours du Gabon parmi les 5 pays qui vont siéger à partir du 1er janvier 2022 en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité. Il a tenu à montrer ça aussi comme la preuve d'une présence active de votre pays sur la scène internationale. Avant de parler de la présence très active au sein de la diplomatie mondiale du Gabon, qui est mon pays, on va rappeler que tout ce dont nous parlons ici, nous semblons un peu sortir de la réalité gabonaise. Quand M. Ali Bongo Ondimba arrive au pouvoir en 2009, il a déjà 20 ans de politique derrière lui, en tant que député, en tant que député et en tant que ministre de la Défense, dont nous n'avons pas affaire à un nouveau-né. Deuxièmement, M. Ali Bongo est au pouvoir, a été mis dans ses fonctions depuis le 16 octobre 2009. Jusqu'à ce jour, ça fait 12 ans. Si vous me mettez en place 20 plus 12, ça fait 32 années. Un homme qui a fait 32 années. Et c'est le fils du chef de l'État. C'est une personne qui a été dans ce qu'on appelait les jeunes rénovateurs. Oui. Il a été vice-président du Parti démocratique. Porteur d'espoir de la jeunesse gabonaise. Porteur d'espoir. Ce monsieur, pour qui j'ai beaucoup de respect pour l'homme, ne peut pas venir à l'Assemblée et puis nous faire la petite chansonnette qu'il a lancée. Madame, excusez-moi, certains téléspectateurs pourraient être confus. Vous êtes toujours membre du PDG. Je suis toujours membre du Parti démocratique gabonais. Mais vous êtes du même parti que je suis du même parti que M. Ali Bongo Ondimba, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Oui. Les hommes passent, le Gabon demeure. Il ne faut pas oublier qu'au-delà des intérêts personnels du Parti démocratique gabonais, au-delà de la personne de M. Ali Bongo Ondimba, il y a le Gabon. Qui est éternel, lui. Et qui est éternel. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré
au Gabon, où le président Ali Bongo a tenu ce 25 juin un discours, le premier depuis 5 ans, devant les parlementaires gabonais. Je suis amené, disait-il, au quotidien, à faire des choix difficiles, disait également donc le président gabonais dans son discours à l'endroit des parlementaires extraits. Face à cette terrible pandémie de la Covid-19, les décisions que j'ai prises, notamment l'instauration du couvre-feu ou le confinement, n'ont pas toujours été comprises par les populations. Elles ont suscité des critiques, voire des contestations, mais néanmoins, je les ai prises et j'ai agi. J'ai agi en mon âme et conscience, dans le souci permanent de protéger mes compatriotes, de sauver des vies, de sauver toutes les vies. Et s'il m'était donné de le refaire, je le referais sans aucune hésitation. En effet, c'est grâce à ces choix douloureux, à notre sens de responsabilité et de solidarité que notre pays a été mieux protégé que beaucoup d'autres. Nous pouvons nous en féliciter. Le Gabon est cité comme une référence sur le continent pour sa gestion rigoureuse de la crise sanitaire, pour sa capacité à tester, à soigner et maintenant à vacciner. Tester, soigner et maintenant vacciner. Patrick Villa, très rapidement. Le président de la République est revenu dans ce discours sur la gestion qu'a fait le Gabon de la pandémie. 25 000 cas positifs seulement. C'est le journaliste qui est au cœur de l'information de tous les pays du continent qui vous parle. 159 décès, 290 cas seulement, et actifs aujourd'hui sur une population de moins de 2 millions d'habitants. Dans une approche comparative, on peut dire que votre pays s'en est bien sorti et s'en sort bien. Au moins un élément de satisfaction pour vous. Satisfaction, je ne sais pas. Il faut déjà dire que la Covid-19 frappe énormément des populations à risque, frappe énormément des populations d'un certain âge. Or, il se trouve que notre pays est très jeune, une population très très jeune. Vous venez là comme tout le continent. Oui, ben prenez-moi un autre exemple. Au Sénégal, comment les choses se passent? Est-ce qu'on est dans des proportions autres que celles que connaît le Gabon, par exemple? Non, je pense qu'il faut raison garder. Encore une fois, il est dans la satisfaction. Quand on paralyse autant une économie qui a déjà été abracadabrante, quand on prive les Gabonais d'un certain nombre de ressources, parce que quand il dit qu'il a pris des mesures, mais complètement liberticides, parce que oui, mais fermer les bars... Ça a été le cas dans tous les pays. Mais bien on peut circonscrire un certain nombre de choses. Pourquoi le Gabon s'est mis dans un mimétisme? C'est-à-dire qu'ici en France, on prend une mesure, 24 heures au Gabon, 24 heures plus tard, on applique la même chose. Ça a été valable pour le couvre-feu, la privation de certaines libertés. Or, la France, ce n'est pas le Gabon, par exemple. Je voudrais simplement revenir sur la dimension sociale des actions qui ont été posées par ces gens-là. Ouais. Fermer, par exemple, fermer des restaurants, mettre en place le couvre-feu et tout cela, ça a mis pas mal de Gabonais au chômage. Il ne fallait pas fermer les restaurants. Je pense qu'il fallait regarder avec un peu plus d'intelligence où est-ce qu'on pouvait et comment on pouvait circonscrire les mesures barrières en question. Je vous ai dit que nous sommes une population jeune. En laissant ouvrir les restaurants. Est-ce que là, on prend le cas des restaurants, oui. Mais ça pouvait être les bars aussi. Il y a les restaurants, on pouvait trouver d'autres mesures que celles-là. Qu'est-ce qu'on a fait de ces tenanciers de restaurants, par exemple? Comment elles ont été accompagnées? Zéro. Ce sont des familles gabonaises qui sont aujourd'hui quasiment à la rue, incapables de payer leur loyer, incapables d'envoyer des enfants à l'école. Donc, c'est une dimension importante. Je pense que ce qui a été pris au Gabon comme mesure
ne correspondait pas forcément aux réalités sociologiques de notre pays. Et ça ne sert à rien de venir encore une fois là, se jeter des satisfecits, parce que derrière tout ça, j'en termine, ça donnait lieu à quoi ? À la montée supplémentaire de la corruption endémique, à travers les tests antigéniques, à travers aujourd'hui la vaccination. Ça, je ne sais pas. On ne sait pas. Ça, non, mais je vous dis, parce que Monsieur Togbé, laissez-moi vous dire, parce que je n'invente rien. Aujourd'hui, tous les Gabonais qui rentrent, par exemple, ou toutes les personnes qui rentrent au Gabon sont soumises à un certain nombre de tests. On ne sait pas où vont les recettes liées à ces tests-là. 20 000 francs CFA à payer, encore une fois, je suis obligé à chaque fois de vous dire, dans d'autres pays, c'est 100 000 francs même. Mais c'est pas parce que dans d'autres pays, ça coûterait 1 million. Moi, je vous parle d'une réalité, la réalité des Gabonais, mais on a qui bien sont compris, on a bien compris par ces mesures. Un point important que M. Villa évoque, c'est la question de l'accompagnement. On sait que beaucoup de vos compatriotes, mais c'est le cas dans presque tous les pays du continent, vivent dans l'informel, vivent au jour le jour, survivent tout simplement. Leur couper aujourd'hui les sources de financement d'un jour, c'est les condamner à la mort. Comment se fait-il effectivement que dans un pays d'une taille aussi petite que, je vais dire, en termes de population, il n'y ait pas eu de mesures véritables d'accompagnement? Monsieur Togbé, sauf si je ne suis pas informé sur la question. Donc vous n'êtes pas bien informé mais ils sont là pour vous répondre. Non. Moi, je reviens du Gabon il y a 2 mois. Voilà. J'ai parcouru les quartiers où j'ai amené ma modeste contribution pour aider les populations à travers des dons alimentaires. Vous aidiez pourquoi? Non, s'il vous plaît. Monsieur Villa, laissez-le parler. Il vous a laissé parler. La première chose qui me choque. Il vous a laissé parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Monsieur Villa parle du fait qu'il n'y ait pas eu de mesures d'accompagnement, alors qu'il n'a pas été. Il y en a eu. Il n'y en a pas eu suffisamment. Attendez. Des exemples, oui, on est là. Mais au début de la pandémie, le gouvernement a mis en place des mesures d'accompagnement qui ont été très mal gérées. Concrètement, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une aide à l'électricité et à de l'eau. À tous les Gabonais? Aux Gabonais économiquement faibles, les Gabonais économiquement faibles, aux dons alimentaires, etc. Ça s'est très mal passé. J'ai dénoncé cela. D'accord. La deuxième chose, s'agissant du secteur du tourisme, qui était le plus impacté, et notamment les tenanciers de bars et de restaurants, il y a eu des mesures d'accompagnement, encore une fois, insuffisantes. Mais il y a eu le geste. Cependant, moi, je voulais attirer votre attention sur le fait que, le président vient de le dire, la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. Et s'il fallait reprendre, comme il le dit si bien, les décisions prises pour préserver la vie des Gabonais, moi, je m'inscris en vrai là-dedans. La vie n'a pas de prix, l'économie peut se reconstruire. La preuve, l'exécutif vient de mettre en place un plan d'accélération de la transformation. On reviendra, on parlera. Sûr, qui va inclure justement ces aspects énergétiques qui sont l'eau et le courant, qui va inclure la relance économique à travers le soutien au PMI. Quand on parlait de mesures d'accompagnement, je ne parle pas des Gabonais qui sont actifs dans des secteurs précis. Oui, allez-y, vous l'apportez. Quand on parle de la Covid, moi, je félicite les autorités gabonaises. Je les félicite. Je félicite les mesures que le président de la République a énoncées et a demandé à son gouvernement d'exécuter. Là, je parle d'abord du plan santé. Parce que moi, j'ai mon fils unique. J'ai vu qu'est-ce que c'est que la Covid. J'ai failli perdre mon fils unique. J'ai vu ça. J'ai vu la mort en face. Donc, les mesures qui ont été prises par l'État gabonais, par le chef de l'État, sont à saluer. Et on peut dire merci à l'État gabonais, au chef de l'État. Madame est dans la construction. Maintenant, nous allons partir sur les mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement ont été un flop. Pourquoi? Parce que le premier employeur du Gabon, comme le premier parti du Gabon, ce sont les laissés pour compte de la société, plus de 70%. Je parlais de la population, même de la ville. D'accord. Quand vous allez à Libreville, vous êtes content une journée. La journée d'après, on vous demande tellement d'argent que vous en avez ras-le-bol de regarder la famille. Parce que tout le monde vous demande. Ce n'est pas que les gens le font avec plaisir. C'est parce que les postes sont vides. Moi, quand je suis née au Gabon, quand j'étais toute petite, quand quelqu'un venait chez nous, la marmite était toujours au feu. Quelqu'un disait « j'ai faim », on dit « prends à manger ».
Aujourd'hui, vous allez chez votre parent, tellement c'est difficile, vous restez jusqu'à midi. Midi passe, il attend que vous partez. Parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. La vie est devenue chère. La vie est devenue trop chère. Le premier employeur du Gabon, c'est l'informel. Qu'on soit Gabonais d'origine, de souche ou Gabonais d'adoption, c'est l'informel. Et l'informel n'a pas suivi. Parce que quand on se rend compte que l'État gabonais a mobilisé plus de 400 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parlons concrètement. L'État gabonais lui-même a sorti 250 milliards de francs CFA. Les dons sont arrivés de plus de 162 milliards de francs CFA. Où est passé tout cet argent? Les populations n'en ont pas bénéficié. Quelles personnes... Je veux même aller plus loin. Vous savez pourquoi le président, les autorités... Je ne parle pas du président de la République, parce qu'il donne, il oriente, mais il y a des gens qui exécutent, c'est-à-dire le gouvernement. Vous savez pourquoi on a levé le fameux couvre-feu, le premier? Non. Tout simplement à cause des renseignements généraux du Gabon, qui sont allés leur dire, on vous envoie fiche par fiche. Sachez que ça va soulever Libreville, parce que les gens n'en peuvent plus. Ils sont enfermés. Les dons qu'on leur promet n'arrivent pas. La nourriture n'arrive pas. Et pourquoi ça n'arrivait pas? Parce ça que disparaissait dans quel canot? On a fait du pédégisme d'État. Ça veut dire que ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi. Tout le monde en a parlé. Et je peux vous dire, et ce qui m'a navré, moi, c'est de voir la ministre, notre fameuse ministre chargée de l'action sociale, se référer qu'à Madame la Présidente. Elle ne parle pas, elle est au gouvernement au nom du peuple gabonais. C'est le peuple gabonais qu'elle est censée servir. Or, son action, c'est seulement pour s'orienter vers la première dame. Elle cite la première dame. Mais la première dame mange à sa faim. Le Gabonais de base ne mange pas sa faim. Le Gabonais de base n'a pas eu de colis. Et pourtant, l'argent est là. Où sont passés les plus de 400 milliards de francs CFA? Où sont passés les plus de 400 milliards de francs CFA? Je ne peux pas vous répondre. Je ne suis pas aux affaires pour gérer. Mais vous êtes, et Madame de Razek, elle est journaliste. Vous venez du Gabon. Vous revenez du Gabon. Je viens du Gabon. Vous dites, vous venez de dire, s'il vous plaît, vous venez de dire que vous aviez dénoncé la chose sur le terrain. Oui. Quelle compréhension avez-vous pu avoir du phénomène, de comment ça a été géré? Un sentiment de colère et de tristesse en même temps, de voir que mon pays débloque autant de moyens pour subvenir aux besoins des plus démunis et que finalement, ce sont ces laissés pour compte qui ne reçoivent rien et c'est toujours les mêmes qui se remplissent les poches et qui construisent des grandes maisons, etc. Dans la première partie de notre émission, Villa disait oui. Il n'y a pas de démocratie sans justice. Tout à fait. Là, vous évoquez un cas et qui je vous ai nécessite dit, justice. Est-ce que justice sera rendue? Et je vous ai dit, le président, contrairement à Mme de Razek et M. Villa, qui n'ont pas bien écouté le discours parle de quoi? De la lutte contre les inégalités. Les inégalités engendrent l'injustice. Et c'est cette injustice-là qu'aujourd'hui, nous sommes en train de combattre. Cette injustice-là, c'est-à-dire ceux qui ont détourné cet argent, je suis convaincu qu'ils seront interpellés demain. Ils répondront. Mais bien sûr, nous avons des précédents aujourd'hui au Gabon. Ceux qui ont détourné de l'argent de la Covid, ça c'est une bonne nouvelle. L'OTAN est le second nom de Dieu. Nous verrons que dans les prochains jours, ils devront répondre de leurs actes devant le peuple gabonais. Vous voyez, M. Togbe, l'enfermement dans lequel s'enfonce M. Ona est caractéristique du PDG. Non, ce n'est pas parce qu'il ne pense pas la même chose que vous qu'il est enfermé. Non, il est enfermé. Vous voyez, voici également une compatriote qui est du même bord politique qu'elle, mais qui fait une lecture un peu plus osée, un peu plus lucide de la situation de notre pays. Toutes les opinions doivent être respectées. La Covid, dans ce pays déjà corrompu, ne sert que de prétexte au pouvoir en place pour continuer à s'enrichir. Il capte à l'international des dons, il lève des fonds dans un endettement fou pour continuer à s'enrichir personnellement. Les populations n'y verront rien. Et comme ils détiennent en plus la force qu'elle soit militarisée, policière et à travers nos institutions de justice, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est ça la conclusion de vos propos, Monsieur Ona, de votre analyse. Vous étiez au Gabon il y a 2 mois. C'est ce que, dans d'autres termes, Mme Douarzek est en train de nous dire, avec vous, Monsieur Villa, excusez-moi. La difficulté, c'est que vous ne reconnaissez presque jamais quand quelque chose, même si c'est un beau truc qui est bien fait, vous ne le dites jamais. Vous savez, au Gabon, on a vu, par exemple, il y a quelques années, moi je vais vous dire, on a vu
un ministre de la République remercier le chef de l'État pour l'éclipse solaire. Vous vous rendez compte de cela? Ok, mais c'est anecdotique en l'occurrence. Maintenant, justement, je vais vous dire, c'est pas qu'on ne reconnaît pas. Ce qui doit être fait ou qui est fait ailleurs comme une norme est une exception, est un don du chef de l'État. C'est le don du monarque, mais pas du tout. Ça ne devrait pas être comme ça. Oui, c'est votre avis. En l'occurrence, vous avez raison, quand on est autorité, effectivement, quand on est au pouvoir, on doit servir, comme l'a dit Mme Dorazek, le peuple, on doit être à l'écoute du peuple. De ce point de vue, on est tout à fait d'accord. Vous revenez du Gabon, dites-vous, M. Cyril Onan, on se souvient, en février dernier, il y avait, pas seulement à Libreville, mais dans de nombreuses villes de votre pays, le mouvement Les Citoyens Libres, qui tapait les casseroles, parce qu'elle n'en pouvait pas. Oui. Il y a même eu 2 morts. Tout à fait. J'étais présentement à Libreville à ce moment-là. Vous étiez à Libreville. Oui. On peut déplorer le fait que le président n'ait pas eu une pensée pour ces morts, mais passons. Sur le terrain aujourd'hui, la colère s'est calmée. Et si oui, qu'est-ce qui a pu les calmer? Ou bien il y a toujours de la résignation et de la même colère? Mais écoutez, déjà, je déplorais les 2 morts. Il fallait que les autorités s'inclinent. Je pense qu'il y a eu la visite de 2 ministres qui se sont rendus au chevet des familles éplorées. Non, excusez-moi, monsieur Onan, on a eu des ministres ethniques, c'est-à-dire que le fond est allé voir le fond, celui de Langounier est allé voir celui de Langounier. Contrairement, c'est pas l'État, c'est pas l'État en tant que tel. De géopolitique. Moi, je suis pour la construction d'une nation de citoyens. Bien sûr. Pour moi, il s'agit des ministres de la République qui sont allés voir des Gabonais. Tout simplement. D'accord. Donc, cet acte a été posé. D'accord. Actuellement, au moment où on est en train de faire cette émission, cette colère qui s'exprimait par les bruits des casseroles. Vous savez, le pouvoir s'exerce avec une certaine autorité. Il fallait éviter des débordements. Lorsque ces mouvements de casseroles avaient été initiés par un de nos compatriotes qui était ici, avec nous, je veux dire, c'était un mouvement pacifique. Il n'était pas question d'aller dans la rue, sachant qu'il y a un couvre-feu à 20h. Voyez-vous, 18h ou 20h 20h. 20h, oui. Voilà. Donc, il y avait ces débordements qu'il fallait arrêter. On déplore, je dis bien, je suis contre la violence. C'est pour cela que, lorsque vous avez parlé de l'affermissement de la démocratie, c'est un exercice d'amélioration continue. Le Gabon est dans l'apprentissage. C'est un idéal. C'est un idéal commun autour duquel tous les Gabonais doivent prendre en main ce projet de construction, de consolidation de la démocratie. Ça nous amène à évoquer les questions sociales, les vraies questions sociales, les défis prioritaires que le Gabon doit relever. Mais je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants et vous aurez la parole, Madame Dorazek. Troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Nous parlons du Gabon dans ce numéro octobre 2019. Le président gabonais Ali Bongo fait son propre bilan et dit comment se porte le Gabon sous son magistère. Extrait. Si nous avons mieux résisté que les autres pays de la sous-région à la crise du secteur pétrolier, c'est bien parce que j'ai engagé ce mouvement de diversification économique dès 2010. C'est une action de long terme qui commence à porter ses fruits. Le bois est transformé localement avant d'être exporté. Aujourd'hui, on importe même du bois pour le transformer au Gabon. Et nous sommes devenus le premier producteur de bois contreplaqué en Afrique et le deuxième au niveau mondial. Le secteur des mines a suivi la même évolution avec la création d'une filière de transformation locale du manganèse. Le secteur agricole est aujourd'hui le premier employeur privé du pays. Une vaste diversification de l'économie gabonaise. C'est ce qu'a entrepris le président Ali Bongo depuis 2009 qu'il a pris le pouvoir. Effectivement, en 2010, le pétrole contribuait à raison de 29,3% au PIB gabonais. Au moment où le président tenait ce discours, c'est plutôt 21,7%. Donc l'économie gabonaise dépend moins du pétrole aujourd'hui. Et les autres atouts, le président l'a évoqué. Le Gabon, sous son magistère, l'économie gabonaise est en pleine diversification. Villa,
quel est votre regard, effectivement, sur ce bilan que fait le... J'ai choisi 2019 parce qu'après, il y a eu la pandémie. Alors, donc, restons plutôt dans une période où il n'y a pas de pandémie et posons un regard sur les données sociales, les données macroéconomiques de votre pays, le Gabon. Eh bien, j'aurais aimé, M. Togbe, qu'à ces chiffres-là, vous puissiez également aligner le taux de chômage, par exemple, du Gabon en 2009, le taux de chômage, notamment des jeunes, il est à peu près de 35%. C'est-à-dire que quasiment un jeune sur 3 est au chômage, alors qu'on lui dit que l'économie se diversifie et va être pourvoyeur d'emplois. Comme ces gens-là aiment bien les slogans, vous me rappelez là un de leurs slogans, un jeune, un emploi. Si aujourd'hui nous nous amusions à faire un micro-trottoir, demander aux jeunes Gabonais si ils vivent dans un pays avec une économie diversifiée, vous aurez compris que la réponse serait négative. Nous ne faisons pas, l'économie ne se décrète pas et ne marche pas à coup de slogans. Est-ce que réellement le bois dont il parle, qui serait prétendument transformé au Gabon, impacte la vie des Gabonais dans leur assiette, dans leur quotidien, dans la manière dont ils se soignent? Vous allez dire, je suis rabat-joie. Mais encore une fois, quand vous me parlez du bois au Gabon, oui, le président nous est devenu le premier producteur. Une des émissions que vous aviez faites ici, autour du Quai Vazingo. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que nous sommes un pays gangrené par la corruption. Et quand il y a un peu d'argent qui émane de ce type d'initiative, eh bien, c'est tout de suite capté par les mêmes. Cyril Ona, les mêmes. Ce bilan dont nous venons de voir, enfin, un extrait de discours prononcé par le président de la République, ça se passait en octobre 2019. Novembre 2019, c'est-à-dire un mois après, le FMI sort ses chiffres sur votre pays et c'est 600 000 Gabonais qui vivent dans la pauvreté avec moins de 580 francs CFA sur une population de 1 800 000. On peut se demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, avec autant de potentialité, et ce d'autant plus que 2 ans plus tôt, c'est-à-dire dans la période 2017-2019, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'AFD, ont fait un appui budgétaire de 1 000 milliards de francs CFA au Gabon. Et 2 ans après, il y avait toujours 600 000 Gabonais dans la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe au Gabon, Cyril Ona? Quelle compréhension avez-vous de ce paradoxe? Ce qui se passe, c'est un manque d'éthique des gens qui sont appelés à exercer les responsabilités. C'est un manque d'amour pour les autres. Vous savez, nous qui avons grandi dans des valeurs chrétiennes, on nous apprend l'amour du prochain. L'amour du prochain s'exerce par le partage. Je parle de l'éthique. Lorsqu'on est un homme d'État, on gère un bien public. Il va de soi qu'il faut le gérer avec parcimonie. Or, mais il faut sanctionner. Mais bien sûr, il y a des sanctions, il y a des sanctions. Donc ça ne marche pas. Il y a des sanctions, ça ne marche toujours pas. Écoutez, Paris s'est pas construit en un jour. Ah, mais on est d'accord. Le Gabon se construit à son rythme. Et vous savez, à chaque génération, un nouveau peuple. Donc, laissez au peuple gabonais actuel de 2021 de construire son histoire. Il y a des sanctions qui commencent à tomber. Il y a de plus en plus... Vous avez des exemples? Mais bien sûr, nous avons actuellement l'ancien directeur de cabinet du président qui est enfermé. Il y a des ministres, l'ancien maire de Libreville qui doit répondre de ses actes. Donc, laissons à la justice... Non, mais quand je vous parle de cas, je ne vous parle pas de cas qui revêtent encore la présomption d'innocence. Tous ces cas que vous citez là n'ont pas été condamnés encore, pas encore été condamnés. Ça veut dire que depuis 2009, il ne s'est rien passé véritablement. Bien sûr. C'est ça que je suis en train de vous dire. La Coche n'est pas encore condamné. Non. Le maire de Libreville n'est pas encore condamné. Non. Ils jouissent de la présomption d'innocence. Voilà, ils ont été interpellés dans ce cadre que vous évoquez et que vous M. Mivila, qui est le cas des détournements des fonds publics. Ouais. Présumé. Voilà, présumé. J'insiste sur l'éthique lorsqu'on est amené à exercer les responsabilités de l'État et d'avoir ce sens du partage et de l'amour du prochain. Et c'est ce qui a souvent manqué à ceux qui ont eu ce problème. Donc, on peut évoquer un problème de casting sans retenue.
Manque d'éthique, manque de patriotisme, manque du respect du bien public. Au-delà. Moi, je veux aller au-delà. On parle du Gabon de demain, du Gabon de la suite. Oui. Le Gabon est le seul pays où on a un général jamais responsable. Vous avez vu un général qui fait sans cesse des plans, envoie ses soldats à la bataille, et puis que ça soit bon, quand c'est bon, c'est pour lui. Et chaque fois, c'est toujours les soldats qui sont responsables. Jamais responsable. Notre général s'appelle Ali Bongo Ondimba, pour qui j'ai fait campagne en 2016, pour qui j'ai été représentante en région parisienne et Paris. Je parle de ce général-là, le général jamais responsable. On a parlé de diversification de l'économie. Oui. Mais la diversification de l'économie, c'est quoi? C'est de laisser les Chinois arriver, on signe les papiers et puis font venir leur personnel. On prend 2 bourricots, 3 bourricots de Gabonais qu'on donne un petit boulot et même on s'en fout un tout petit peu. Ils ne sont pas soignés, on ne paye pas la caisse de sécurité sociale, on ne fout rien. C'est ça la diversification de l'économie? La diversification de l'économie, c'est quoi? C'est la fameuse zone économique d'Onko qu'on nous rabâche les oreilles, qui est devenue l'exemplarité, et le reste du Gabon. Moi, j'habite mon village à moi. Je suis 100% Gabon. Mon village s'appelle Donguila. C'est là où on a formé presque l'élite gabonaise. Vous savez qu'on ne peut pas aller chez moi en saison de pluie, et même en saison sèche. Je suis à 70 km de Libreville. Seulement? Seulement. Je vous parle de Kango, 100 km de Libreville. C'est l'enfer. Ça fait depuis 1960 que le Gabon est indépendant et nous n'avons pas une route nationale. Et vous me parlez des milliards. Les milliards, c'est quoi? C'est pour une résidence londonienne, parisienne, c'est pourquoi? C'est pour des avions privés, c'est pourquoi? C'est pas pour le bien-être des Gabonais? On ne parlera jamais de diversification économique valable. Tant que les Gabonais, chacun ne dira pas que là, j'ai mon petit emploi, il fera la diversification à son niveau. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un ruissellement. Le ruissellement n'existe pas au Gabon, tout reste toujours au sommet. Ce sont toujours les mêmes personnes. Et les gens qui viennent investir au Gabon, vous avez un beau projet. Quand on commence par vous demander, on va présenter votre dossier au chef de l'État, mais vous savez, hein, c'est des 10%, c'est des ceci. Comment vous voulez que ces gens-là... Comment vous voulez que ces gens-là, qui savent déjà qu'ils sont arrivés sur la base de la corruption, vont mettre les Gabonais, vont d'abord se soucier des Gabonais ou d'abord d'essayer de retomber sur leurs pieds? Ce que vous dites est déplorable, mais ne faisons pas comme si c'était spécifiquement gabonais. C'est une problématique complexe, générale, qui n'est pas... mais pas du tout. Ah bah, parce que vous me surprenez. Mais non. On n'a jamais dit ça. Et commencez pas à évoquer les problèmes, c'est déjà un début de solution en soi. La question aujourd'hui, c'est comment vous voyez la réponse que doit apporter l'État. Comment vous imaginez la réponse de l'État gabonais par rapport à ce problème spécifique lié à la justice sociale, au partage équitable des richesses produites par le Gabon? Je commence par vous, Cyril Ona, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mais écoutez, moi je vous ai parlé du choix des hommes. C'est très important. Et là, je rejoins un peu mes 2 compatriotes pour dire que c'est de la responsabilité du président de la République de choisir ses collaborateurs. Et j'insiste sur l'éthique, le sens du partage, l'amour du pays. C'est ce qui nous a manqué depuis 2009 jusqu'à présent. Nous n'avons pas eu en place des hommes d'État, les vrais hommes d'État, ceux-là qui sont capables de construire la route qui va à Donguila, ceux-là qui sont capables de construire des écoles, ceux-là qui sont capables d'amener les Gabonais à créer les entreprises. Comment vous l'expliquez? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient peut-être de l'héritage, j'ai envie de dire, politique que nous avons reçu. Le Gabonais n'est pas un entrepreneur. Moi, je veux. Vous m'avez parlé de l'avenir. Mon souhait. Oui, bien sûr. Personnellement, j'ai des entreprises au Gabon. Oui. J'entreprends ici, j'entreprends également au Gabon. Et je lance d'ailleurs un appel à la diaspora gabonaise à venir de plus en plus investir au Gabon. Le Gabon pourra s'en sortir. Le Gabon de demain, c'est un Gabon d'entrepreneurs. Voyez-vous, pas trop dans la politique, parce que la jeunesse gabonaise a été entraînée massivement à porter les t-shirts, à chanter les slogans
pour le bien de ces hommes politiques. C'est le droit des jeunes d'être engagés. Ils ont le droit d'être engagés. Et on ne doit pas se faire tirer dessus parce qu'on est engagé. Bien sûr. Là, nous partageons cette idée. On est d'accord. Par contre, je veux un Gabon d'entrepreneurs. C'est mon souhait. Merci Cyril Onan. Patrick Villers. Mais vous savez, c'est toujours dans une grande souffrance que j'écoute M. Ona. Parce que quand il dit qu'il veut un Gabon d'entreprise, comment voulez-vous un Gabon d'entreprise quand l'état de droit n'est pas établi? Et c'est l'objet de notre lutte. Nous luttons pour démocratiser le Gabon afin que se mette en place un état de droit qui puisse garantir aux jeunes Gabonais que partant de l'étranger, ils puissent investir au pays, qu'ils puissent attirer ses amis, investisseurs au Gabon, parce qu'il y a un état de droit qui ferait qu'il soit du parti d'Ali Bongo ou de l'opposition, qu'il puisse prospérer, mettre en place son entreprise. Et cette réalité est valable pour nos compatriotes sur place. L'avenir, si je devais, parce que je ne suis pas dans la tête d'Ali Bongo et ce serait difficile, mais je vais vous parler de mes idées, ma vision et celle de mes amis. C'est-à-dire que nous devons commencer par avoir un discours franc, honnête, un discours de vérité, de sincérité, parce que le Gabon est trusté par des gens identifiables, une famille, un clan, une région. Tous les pans du Gabon sont sous l'emprise de la famille Bongo et de toutes les pans de l'économie gabonaise. Économie gabonaise, politique gabonaise, forces armées, tout cela est sous l'égide des Bongo. Madame Zouarze évoquait tout à l'heure les ministres ethniques. C'est très important, ça peut même faire l'objet, je l'espère, d'une émission, parce que, Monsieur Togbé, c'est l'ethnocratie, le tribalisme qui est le mal véritable de notre pays. Et si nous ne mettons pas ce mal au centre de la table et que nous l'évoquions avec patriotisme, pas le patriotisme. C'est déjà bien que vous le fassiez comme ça, parce que être conscient du mal dont on souffre, c'est déjà un début de guérison. Et c'est très bien que vous l'évoquez. Malheureusement, on est à la fin de Je comprends bien. Et j'espère que nous aurons l'occasion, je compte sur vous, pour que nous fassions un focus sur le tribalisme qui gangrène toute l'Afrique. Absolument. Madame Dorazek, votre mot de la fin. S'il faut parler de l'avenir du Gabon, moi je suis d'accord avec M. Ona, parce que malheureusement, au Gabon, on a appris à rester sous le climatiseur. On nous a appris que le travail, celui qui était bien, c'est celui qui était sous le climatiseur. Je vais même vous apprendre une chose. Le jour qu'il y a un conseil de ministres, c'est là où les gens veillent jusqu'à 4 h du matin parce qu'ils attendent la nomination. Et les jeunes qu'on met en avant, ce sont les jeunes porteurs de sacs, c'est-à-dire ils attendent leur boulot d'attaché, de chargé d'études. C'est pas ça. Il faut des véritables personnes qui se lancent dans l'économie et font vivre leur propre pays. Mais c'est l'ascenseur social qu'il nous faut, c'est l'ascenseur social qui est en panne. Et pour parler d'avenir, je suis désolée, même si le PDG me jettera les pierres, moi je vais dire ce que je pense. Avant tout, je suis gabonaise. Bien sûr. Le président Ali Bongo a fait presque 12 ans à la tête de l'État, 20 ans avant. Je crois qu'il nous a montré des limites de ce qu'il était capable de faire. Aujourd'hui, le peuple gabonais doit repartir, doit aller de l'avant parce que ce sont des vainqueurs, parce que c'est un peuple qui sait avaler. Quand on parle de résilience, c'est ça la véritable résilience. Voilà un peuple qui subit l'oppression, voilà un peuple qui subit quand même une gouvernance qui l'oppresse, qui le met à genoux. Mais jamais le Gabonais ne va prendre la machette pour taper sur l'autre. Le président Ali Bongo était malade, le président Ali Bongo était en bonne santé, le président Ali Bongo a montré ses limites. Monsieur le président de la République, si vous avez la décence et si vous aimez votre peuple, vu vos conditions de santé, donnez-nous la capacité de repartir sans vous. C'est ce qu'il faut. Merci. Madame Anne-Marie Dorazek, c'est votre message. Écoutez, c'est le peuple gabonais. Si le président vous écoute, si vous pensez, beaucoup pensent, et lui-même pense qu'il n'est pas en situation de gouverner, eh bien, c'est un homme responsable, c'est un homme d'État. Il saura en tirer les conséquences. Donc, on laisse effectivement le président décider de la poursuite de son œuvre ou non. Mais c'est lui qui a la responsabilité et qui a toute la lucidité nécessaire pour décider. Merci à vous, Madame Anne-Marie Dorazek. Je rappelle que vous êtes
une militante lucide, on va dire, du PDG, le Parti démocratique gabonais. Et je le demeure. Merci. Merci à vous, Patrick Mvila, secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora gabonaise. Merci à vous également d'avoir participé à cet échange. Cyril Ona, vous êtes, je vous l'ai dit, critique plutôt à la place de lucide. Je ne savais pas dire les autres qui ne pensent pas comme vous, ne sont pas lucides. C'est très important d'apporter ce correctif. Cyril Ona, vous êtes, n'est-ce pas, le coordinateur général du mouvement citoyen Cohérence démocrate. Merci à vous. Le président a posé les trois pieds du Gabon de demain, l'unité nationale, la démocratie et la paix. Mais on a compris dans cette émission que toute paix, le ventre vide, est une paix précaire. Merci à vous. C'est la fin. Mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été, comme toujours, nombreux. Assure, restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. Merci à vous. Merci.